L'homme a été longtemps défini comme la forme la plus évoluée de la race animale, de l'espèce animale, au niveau de la Terre. Et pour certains d'ailleurs, ce serait l'espèce vivante la plus évoluée sur une planète qui serait considérée comme la seule planète peuplée. Nous pensons que les choses sont totalement différentes de cela, mais c'est une question que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Il a été longtemps dit que l'être humain était défini par son corps. Et que dans ce corps, ce qu'il y avait, ce sont des organes. Ces organes qui sont définis comme des objets biologiques qui sont mus par des systèmes physiologiques, chimiques, physiques, mécaniques. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie que lorsque quelqu'un a un problème de santé, selon la nature de ce problème, la solution la plus aisée consisterait à procéder à une ablation, à un acte de chirurgie pour enlever l'organe qui est défectueux et, si possible, le remplacer par un autre organe provenant d'un donneur ou par un organe qui serait fabriqué de façon artificielle. Donc, l'homme, c'est cet ensemble, c'est cette machine complexe qui est faite de tissus, d'organes, de sang, et ainsi de suite. Et le tout baignant dans une espèce d'océan de sang, avec bien sûr le système électrique qui permet de faire passer l'information d'un niveau à l'autre en fonction de la nature de cette information. Et heureusement, pour ce qui est de la conscience de cet être-là, il y a le cerveau. Le cerveau qui lui permet de s'orienter dans l'espace. Le cerveau qui lui permet de prendre conscience du passé, au sens historique du terme, du présent et de l'avenir quant à la capacité qu'il peut avoir d'imaginer, de construire, d'élaborer, d'échafauder cet avenir-là et de le changer au fur et à mesure qu'il avance. Donc l'homme était essentiellement cela, avec bien sûr des fonctions dont il doit tenir compte. Il doit s'alimenter pour avoir le carburant qu'il faut pour que tout ceci fonctionne convenablement. Il a besoin de se protéger des intempéries. Et pour cela, il s'habille. Et pour cela, il a une maison. Il a un toit sur la tête. Il y a tout un ensemble de fonctions de base qui doivent être gérées au mieux avec les ressources offertes par le milieu dans lequel l'homme vit. Donc l'homme, c'est cela. Et face à la complexité ou à la multiplicité des complexités qu'il observe avec ses 5 sens, parce qu'il a 5 sens, et ces 5 sens sont matérialisés, comme nous le savons, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Et donc, face aux complexités de la vie qu'il observe à l'aide de ces 5 sens, il se pose la question de savoir comment ceci est-il possible. Alors c'est là qu'il trouve des réponses. Chez Darwin, c'est là qu'il trouve des réponses. Chez Newton. Mais ce sont des réponses de type
mécanique. Hein? Tellement mécanique que l'on considérera que les planètes, les constellations, le système solaire, d'autres systèmes, etc. Mais tout cela fonctionne tout simplement comme la machinerie d'une horloge. Vous avez des pièces qui sont très bien huilées, qui sont très bien articulées et qui sont bien agencées les unes par rapport aux autres, et elles fonctionnent bien. Eh bien, on nous a longtemps fait croire que tout fonctionnait comme ça. Mais alors, qui a permis que ça puisse fonctionner comme ça? Ah, pour apaiser, pour calmer les gens. Ceux qui estimaient qu'il fallait aller au-delà des aspects mécaniques, la réponse était toute trouvée. Il y a nécessairement une intelligence au-dessus de nous. Cette intelligence, pour les uns, c'est Dieu. Pour les autres, je ne sais pas, une espèce de grand architecte de l'univers. Ou bien c'est la nature avec un grand N, comme on voudra. Et à partir de là, il y a des mythes qui se sont créés. Il y a des religions qui ont été fondées. Et il y a le mystère ou les mystères qui ont été entretenus et qui le sont encore aujourd'hui, de telle sorte que lorsque l'on arrive au bout du discours rationnel, la rationalité étant telle que définie par Descartes, lorsqu'on arrive au bout de cette rationalité, pour ceux qui estiment que la science ne peut pas aller au-delà, alors on dit c'est un mystère. On ne peut pas comprendre. Nous sommes là dans l'espace de Dieu, avec un grand D. Ce que les sciences, dans leur modernité, je dirais, révolutionnaire, nous permettent de comprendre maintenant, c'est que d'abord, ce que l'on considérait comme étant les lignes d'horizon finales, terminales, de l'espace d'intelligibilité de la vie, que ces lignes d'horizon, elles ne sont pas figées, elles ne sont pas finies, elles ne sont pas fixées de façon définitive, et que l'on peut aller toujours plus loin, toujours plus loin. Aller toujours plus loin ne signifie pas sortir de soi-même pour explorer toutes les galaxies. Bien sûr, si l'on peut le faire, il faut le faire. Et des scientifiques le font. Mais au niveau individuel, il y a, et c'est là que nous allons parler des sciences modernes, au niveau individuel, il y a les galaxies qui nous définissent. Nous-mêmes en tant que système d'univers, nous en tant que multivers, qui sommes-nous? Alors, on nous rappelle une chose évidente que nous connaissons pourtant depuis presque toujours. On nous rappelle que nous sommes chacun un assemblage, une fédération, une confédération de 50 000 milliards ou de 100 000 milliards de cellules, et que chaque cellule est un être vivant, à part entière, doté d'intelligence, doté de rationalité, doté d'amour. C'est un être vivant qui naît, qui grandit, qui meurt. C'est un être vivant qui mange. C'est un être vivant qui se débarrasse de ses
des déchets organiques, alimentaires en lui, exactement comme nous. C'est un être humain, c'est un être vivant qui établit des relations avec d'autres êtres vivants dans le système où il se trouve et certainement au-delà. C'est-à-dire que chaque être humain est défini primairement par la décision, l'engagement de 100 000 milliards de cellules qui se sont dites, eh bien, au lieu que chacun de nous continue de vivre individuellement, nous allons ensemble passer à un niveau de conscience, à un niveau d'évolution supérieur. Mais cela n'est possible que si nous reconnaissons que, ensemble, nous sommes à la fois plus intelligents, nous sommes plus forts, nous sommes plus résistants, nous sommes meilleurs et tous ensemble, nous donnons naissance à une entité qui est supérieure à chacun de nous. Et cette entité-là, c'est l'être humain. Donc, si l'on prend conscience de cela, on réalise alors que lorsque je vis le jeu que je définis comme étant moi, cette personne à qui l'on a donné un nom, en réalité, je devrais avoir à la fois l'humilité et la grande joie de me dire que moi, ce moi se décline 100 000 milliards de fois parce que je bénéficie de toutes ces intelligences. Je bénéficie de toutes les fonctionnalités, de toutes les capacités, de toutes ces cellules-là. Donc, je dois vivre dans la conscience de leur existence, de leur organisation, mais qui est une organisation, je dirais, parfaite. Je dois vivre dans cette conscience-là pour bénéficier au mieux de ce qu'ils font pour que je puisse fonctionner tel que je fonctionne et pour que je puisse même aller beaucoup plus loin que cela. Donc, les sciences modernes me permettent, cette prise de conscience. Ces sciences modernes me permettent, de me dire, mais tant de cellules, comment est-ce que je peux gérer chacune des cellules? Il y a un point de convergence, c'est le cœur. Les sciences modernes me permettent cela. Les sciences modernes me permettent de comprendre qu'il y a des dialogues qui se font dans tous les sens entre toutes les parties de mon être, de mon corps. Et là, je ne parle que de ce corps physique. J'aurais pu parler d'autres corps, mais ce n'est pas le sujet de cette conversation aujourd'hui. Donc, il y a des dialogues qui se font en permanence en moi. Par exemple, mon cerveau dialogue en permanence avec le cœur. Par exemple, mon cerveau dialogue en permanence avec tous les autres organes en moi. Alors, si je prends conscience de ces dialogues, qu'est-ce que j'apprends? Mais j'apprends que ces dialogues, en réalité, c'est un ensemble complexe de messages qui me sont donnés. C'est mon être physique qui me parle en permanence, en fonction de ce qu'il observe à l'intérieur, en fonction de ce qu'il observe à l'extérieur. N'oublions pas, j'ai les 5 sens.
Mais si je parlais simplement du sens du toucher, j'ai toute la membrane extérieure de mon corps que j'appelle justement le corps. Mais cette membrane, qu'est-ce que la science aujourd'hui me permet de comprendre? C'est que c'est une espèce d'antenne complexe. Et d'ailleurs, nous voyons bien, à la surface de cette membrane, nous avons les poils, nous avons les cheveux, qui sont des antennes de communication. Mais alors si c'est des antennes, elles communiquent, elles permettent de communiquer avec quoi? Mais avec l'extérieur de l'être. Donc c'est dire que mon être, à des niveaux les plus fins possibles, est en communication constante avec l'extérieur. Et toute l'information qui est glanée par mon corps, elle est traitée. Et elle remonte au niveau qu'il faut pour être stockée. Et l'analyse qui en est faite est mise à ma disposition pour que je puisse le plus harmonieusement possible naviguer dans l'espace de ma vie et que je puisse intervenir, agir sur cet espace pour le modifier autant que faire se peut. Donc, les sciences modernes m'apprennent que je ne suis pas une machine, mais que je suis un être complexe, fait de complexité, intelligence, doté de sagesse, doté de conscience, qui m'informe en temps réel, si seulement je pouvais être capable de décoder leur langage, alors j'aurai tous les outils pour piloter ma vie. Et là encore, qu'est-ce que nous découvrons aujourd'hui lorsque nous suivons les enseignements des neurosciences, lorsque nous nous intéressons à la mécanique ou à la physique quantique, et lorsque nous observons le fonctionnement des cellules, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons qu'à partir d'un certain moment, les complexités dont nous parlons, que ce soit au niveau des cellules ou au niveau des organes, sont telles que si nous devions utiliser cette partie de nous-mêmes, le cerveau, si nous devons seulement utiliser le cerveau, dont on nous disait que c'était ça qui nous permettait d'avoir une intelligence du monde, de la vie et de nous-mêmes, si nous devions seulement utiliser cela, nous deviendrions fous. Ce ne serait pas possible. Donc, il doit bien y avoir un moyen. Et c'est là que nous apprenons que nous devons avoir la capacité, littéralement, d'entrer en nous-mêmes, de faire le silence et de recevoir la connaissance de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si les bruits extérieurs nous empêchaient d'entendre. Les bruits extérieurs nous empêchaient de voir. Les bruits extérieurs nous empêchent de sentir. Et quand nous disons les bruits, c'est au sens général du terme. Aussi bien les bruits sonores que les bruits visuels, que les bruits de lumière, etc. À un certain moment, il faut littéralement fermer la porte, se réfugier en soi-même, et c'est en ce moment-là seulement que la voix consolidée de toutes ces voix qui s'expriment toutes les fractions de secondes
que cette voix consolidée, c'est en ce moment-là alors que je vais l'entendre, que je vais l'apercevoir et que je vais peut-être même voir ce qu'elle projette comme image sur l'écran intérieur de mon cœur ou de mon être. Et c'est à moi maintenant, en fonction de ma manière de décoder cela, de voir comment je peux le mettre en application. C'est-à-dire que la science ou les sciences modernes aujourd'hui nous parlent de choses qui jusque-là étaient du domaine réservé, je ne dirais même pas des religions, qui étaient du domaine réservé de l'ésotérisme, du domaine réservé de la spiritualité, c'est-à-dire des choses qui étaient dans le champ des mystères dont je parlais tantôt. Les sciences nous disent, à partir d'un certain moment, il faut méditer. Donnez à la méditation le sens que vous voudrez, conduisez la méditation à la limite comme vous voulez. Ici, pour le moment, je veux seulement dire que nous devons littéralement taire nos sens pour couper toute influence extérieure et entrer en nous-mêmes, cela étant le moyen de nous tourner vers ce que nous sommes au stade primaire, nous tourner vers nos cellules, nous tourner vers tout ce qui nous définit, en plus des cellules, entendre ce que tout cela est en train de nous dire et réaliser que le cœur, c'est comme si vous allez au cinéma, vous êtes dans la salle de cinéma, et puis vous y voyez des choses, vous y entendez des choses, et vous y vivez littéralement une réalité projetée qui peut vous donner l'impression que vous êtes en train de vivre la scène qui pourtant a été jouée à Hollywood ou à Bollywood ou à Nollywood. Mais vous êtes là et vous êtes même pris dans cette émotion-là. Mais avec le cœur, c'est mieux. Parce que cette réalité qui vous est projetée, qui est là, résumée dans le cœur, cette réalité, c'est votre réalité définitionnelle. Celle-là, elle est vraie. Et vous pouvez y accéder tout le temps. Et c'est une réalité qui est en perpétuelle évolution, mutation, c'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'en rentrant en vous-même, ou bien vous commencez un chemin, ou bien vous accélérez le chemin sur lequel vous êtes. Donc cette attitude apparemment stationnaire, en réalité, elle n'est pas stationnaire. C'est une marche en avant, mais une marche éclairée. Les sciences aujourd'hui nous donnent des éléments pour cette marche éclairée.